Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort et le deuil sous toutes leurs coutures. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et créatrice de ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et je vous en remercie du fond du cœur. Avant de vous partager ce nouvel épisode, je vous rappelle que vous pouvez montrer votre soutien au podcast de la mort en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Vous contribuerez ainsi à le faire voyager auprès d'autres oreilles attentives. Alors que ce mois-ci est celui de la Saint-Valentin, celui où l'on célèbre l'amour et où les cœurs bien rouges fleurissent un peu partout dans les vitrines, j'ai voulu mettre en lumière l'histoire de celles et ceux qui traversent cette période le cœur lourd. Bien sûr, leur peine n'attend pas cette date pour s'exprimer, mais elle peut être plus intensément ravivée. Alors, pour que les amoureux endeuillés ne soient pas totalement oubliés, au cours des prochaines semaines, vous entendrez les témoignages de personnes ayant perdu leur conjoint ou conjointe, leur femme ou leur mari, leur compagne ou leur compagnon. Bref, leur partenaire de vie. Je vous laisse donc découvrir ce qui, malgré la mort et le deuil, reste avant tout de grandes histoires d'amour. Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 37 ans. Je suis papa d'une famille recomposée de 4 enfants au total, 3 à moi directement et 1 à ma compagne actuelle. Et tous ces enfants ont 12, 10, 8 et 3 ans et demi. Dans la vie, je suis coach en développement personnel et également préventeur dans l'industrie, dans une société de stockage de gaz, donc je m'occupe de la santé et sécurité des personnes au travail et de leur bien-être. En juin 2016, j'ai perdu ma compagne, Anne-Laure, qui était dans sa 30e année. Nous étions parents tous les deux de 2 petites filles, Noémie et Coraline, qui avaient à l'époque 4 ans et 2 ans. Enfin, Coraline allait avoir 2 ans au moment du décès. Anne-Laure, c'était une femme, si je devais utiliser un qualificatif particulier pour la décrire, elle était très douce. Elle était très douce, elle faisait pas de vagues, elle était discrète et elle avait besoin que les gens fassent le premier pas pour aller vers elle, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Elle était d'un premier abord assez timide. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce que cette timidité tranchait avec son physique qui était assez imposant puisqu'elle était très grande, Elle faisait 1m78. Anne-Laure était très famille. Elle appréciait vraiment de passer du temps auprès des siens, de passer du temps dans sa famille, dans la famille d'une manière générale. Elle appréciait les repas en commun, elle appréciait également les parties de cartes, elle appréciait les jeux de société. Et ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était la lecture. Elle passait énormément de temps à lire, elle dévorait les bouquins. C'était vraiment une mangeuse de bouquins, c'était impressionnant. Toute littérature en plus, même si elle adorait un peu plus les livres à l'eau de rose que le reste, elle était vraiment passionnée par tout ça. Elle aimait bien tout ce qui était manuel. Elle était assez fine dans ses gestes et elle aimait bien d'une cuisiner. Elle adorait faire de la pâtisserie notamment, c'était assez précis. Et elle aimait bien également faire du tricot, faire des choses avec minutie, préparer des habits, de la couture, du tricot. Elle aimait bien tout ça. Elle préparait d'ailleurs parfois des tenues spéciales pour les filles. En tant que maman, encore une fois, elle était très douce. Elle regardait ses filles avec le regard de la mère aimante, de la mère un peu poule qui couve ses enfants, qui en prend soin. Et elle aimait par-dessus tout voir ses petites filles rigoler, rire aux éclats. Voilà, c'était ses moments de gratitude. Elle aimait être chez elle, passer du temps à la maison. C'est vrai que pour elle, son métier, qu'elle appréciait, puisqu'elle était ingénieure en informatique, elle était développeuse d'applications auprès d'une entreprise sur la ville de Lyon. Elle travaillait pour plusieurs clients, divers et variés. C'est vrai que ce métier, c'était quelque chose qui était plus nourricier pour elle que le métier passion, où elle n'était pas du tout carriériste en fait. C'était pas son intérêt dans la vie, c'était pas ce qu'elle visait. Elle, ce qu'elle visait, c'était passer du temps avec sa famille.
Elle adorait passer du temps avec ses petites filles, leur préparer des petits pots, leur préparer à manger, faire attention à tout ça, vérifier leurs vêtements, qu'elles aient les bonnes tenues, adapter, ainsi de suite. Enfin, une vraie mère poule aimante et qui adorait être chez elle pour prendre soin des siens. Maintenant, je vais vous parler du basculement, qui est intervenu juste après nos 30 ans, parce qu'en fait, on a fêté avec toute notre famille et quelques amis nos 30 ans, dans une salle où on a pu faire la fête tous ensemble. Et juste après cette fête qu'on avait fait avec un cousin en commun, en milieu d'année, au mois de mai 2015, et ben juste après, en fait, Anne-Laure a eu des saignements importants, des hémorragies même, au niveau de l'utérus. Et en fait, c'est des saignements qui apparaissaient de façon plus ou moins abondante et plus ou moins importante depuis la grossesse déjà de Coraline, notre deuxième petite fille, donc ça, un peu plus d'1 an auparavant. Et en fait, un jour, elle a fait vraiment une très grosse hémorragie et du coup, elle a dû être hospitalisée. Et il était prévu justement qu'elle ait une petite opération parce que le gynécologue qui la suivait avait identifié que ça pouvait être ce qu'ils appellent un ectropion. Donc, c'est une réversion du col de l'utérus en fait qui peut provoquer justement des saignements. Et ça, normalement, c'est quelque chose qui se résorbe après les accouchements. Donc, ça avait été diagnostiqué pendant la grossesse et il était prévu avec les retombées hormonales suite à l'arrêt de l'allaitement que normalement cet ectropion se résorbe de lui-même. Et en fait, comme il ne se résorbait pas, le gynécologue avait prévu de faire une opération pour pouvoir résoudre ce problème. Mais quelques jours avant cette opération planifiée, et ben en fait, elle a fait une grosse hémorragie qui a nécessité de la conduire aux urgences. Et d'ailleurs, ça s'est plutôt mal passé aux urgences. Le médecin qui l'a accueillie ne la prenait pas du tout au sérieux, de façon assez agaçante et même grave, avec du recul, ne prenait pas en compte notre inquiétude et disait « Oh, mais c'est normal, c'est comme si vous aviez vos règles ». Enfin, ne prenait pas du tout en compte la problématique clinique qu'il y avait autour de tout ça. Et surtout, depuis lequel ça durait. Fait d'autant plus sensible, cette hémorragie, elle est survenue un jour où moi j'étais au boulot. Donc je travaille à environ 45 minutes de l'endroit où on habitait à l'époque. Et Anne-Laure était toute seule avec nos 2 petites filles. Et c'est vrai que faire une hémorragie à la maison et avec les enfants, c'est quelque chose qui est particulièrement traumatisant en fait. Suite à ça, les médecins et le gynécologue qui la suivaient ont décidé de l'opérer plus rapidement pour traiter cet ectropion. Et au moment où ils ont opéré, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas du tout un ectropion, mais qu'il y avait la présence d'une masse importante, d'une tumeur à l'intérieur du col, en fait. C'était une tumeur à l'intérieur du col de l'utérus, pas à l'extérieur, et c'est pour ça d'ailleurs que la détection initiale avait été délicate par le gynécologue, puisqu'il avait fait plusieurs frottis, mais en fait, qui n'avaient pas permis de diagnostiquer la maladie, puisque là, c'était pas une présence de tumeur sur le col, mais à l'intérieur du col de l'utérus, qui n'est donc détectable que par le biais d'une conisation ou d'un prélèvement de tissu dans le col. Donc là, très rapidement, suite à ce diagnostic de présence d'une tumeur, on a été réorienté vers les hôpitaux de Lyon, dans des services adaptés et spécialisés dans le domaine. Et on a été suivi là par une équipe vraiment super qui a su, tout au long des traitements, nous accompagner, nous expliquer les choses de la façon la plus claire possible, parce que c'est vraiment pas facile. On a vraiment l'impression, face à la maladie, d'être face à un rouleau compresseur médical, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on n'avait pas notre mot à dire, comme si on était mené par la vague sans agir réellement. On dit parfois l'expression « tu combats la maladie, tu fais face à la maladie ». Ouais, mais quelque part, on se laisse plus aller. On subit plus qu'on ne combat réellement. C'est assez terrible, ce parcours de soins qui démarre face à ce type de maladie.
Évidemment, notre vie a basculé. On s'est retrouvé d'une vie de famille calme avec nos 2 petites filles à une vie hachée où tous les jours, il y avait des soins. Donc de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de la curithérapie. Et même une grosse opération, puisque après une première partie de traitement avec des rayons concomitantes à de la chimiothérapie, qui avait permis vraiment de réduire la masse et la tumeur initiale, y compris d'autres petites tumeurs qui étaient présentes ailleurs, il y avait présence de métastases, et malgré tout ça, la maladie avait reculé grâce à la première phase de traitement et nous avait redonné espoir. C'est-à-dire qu'en quelques mois, entre le mois de mai où la maladie a été diagnostiquée et au début d'année 2016, on a eu une lueur d'espoir puisqu'il nous avait été annoncé début 2016 que quelque part la maladie avait reculé, voire même avait quasiment disparu. Et là, on était ultra heureux et surtout soulagés parce que c'est vrai que le diagnostic était plutôt sombre au départ puisque l'état de la tumeur était déjà très développé. Donc suite à ces premiers traitements qui ont été plutôt douloureux, parce que la chimiothérapie, c'est pas du tout anodin. La chute des cheveux est une étape vraiment douloureuse. Pour une femme, c'est vrai que c'est délicat. Il y a un vrai repli sur soi. Il y a un vrai isolement social. C'est-à-dire que c'est un peu la double peine, la maladie. Non seulement on est malade, on souffre, mais en plus de ça, on se retrouve isolé de fait parce que le parcours de soins fait que on passe plus de temps dans les hôpitaux qu'avec des amis ou avec la famille. Et ça, c'est quelque chose d'assez douloureux. Mais malgré tout, il y a eu cette lueur d'espoir avec les premiers traitements où on s'est dit, ça y est, on va s'en sortir, on va y arriver. Parce que oui, c'est un combat qui se mène à plusieurs. C'est pas un combat d'une personne seule face à elle-même. Même si effectivement les soins se font seuls, le combat il se fait à plusieurs. Avec les parents qui étaient là, qui gardaient les enfants, qui prenaient soin de nous, qui rendaient visite dans les hôpitaux et autres. C'était vraiment un combat de famille, voilà. Et suite à ça, les médecins ont pris la décision, en comité interprofessionnel, de réaliser une grosse opération pour pouvoir retirer tout l'utérus et éviter justement qu'il puisse y avoir une nouvelle tumeur qui revienne à cet endroit-là. Donc ils ont pris la décision d'opérer et donc Anne-Laure a subi une grosse opération début d'année, premier trimestre 2016. Et ça a été, on va dire, le début de la chute, parce que suite à cette opération qui a été délicate, elle a eu beaucoup de mal à récupérer. À partir de cette grosse opération, elle n'arrivait plus à digérer, elle n'arrivait plus à manger, à s'alimenter normalement, donc elle a perdu énormément de poids. Ça l'a vraiment transformée pour le coup. Au-delà de la transformation initiale avec la chimio qui avait provoqué la chute des cheveux et tout ça, là, l'opération, plus la chimio encore qui continuait, ça a été vraiment la dégringolade. Et là, petit à petit, Anne-Laure a vraiment sombré. Elle a perdu en force, elle a perdu en espoir, elle avait des douleurs qui étaient de plus en plus intenses. Elle a eu à plusieurs reprises des grosses difficultés, des problématiques médicales avec des organes intérieurs qui étaient tellement abîmés par les rayons et par l'opération qu'ils finissaient par céder et donc il fallait réopérer. Donc elle a subi des réopérations. Et tout ça a conduit, après une fragilisation importante et des douleurs intenses, à une réhospitalisation. Courant mois de juin, réhospitalisation, où ils ont fini par détecter enfin l'origine des maux qu'elle ressentait, parce qu'elle souffrait énormément, les médicaments n'arrivaient pas à la soulager. Peu importe les doses qu'ils donnaient ou le type de médicaments qu'ils donnaient, ça ne parvenait pas à la rendre plus paisible. Et en fait, ils ont détecté un beau jour, justement, fin juin 2016, ils ont détecté qu'elle avait des fistules, en fait. Donc c'est des connexions entre deux organes qui ne devraient pas avoir lieu. Et ça a provoqué chez elle un choc septique. Donc un choc septique, c'est la libération de bactéries dans le corps, bactéries massives et contre lesquelles il faut vite réaliser une antibiothérapie, sinon c'est le décès. Et malheureusement,
L'antibiothérapie n'est pas intervenue suffisamment rapidement, donc ils ont réessayé une dernière opération, un peu du dernier espoir, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Après un long combat, fait de haut et de bas, des vraies montagnes russes émotionnelles, avec un courage énorme, mais une fatigue et quelque part des douleurs tellement intenses qu'elle en finissait par vouloir partir parce que c'était trop difficile pour elle. Elle finissait par souhaiter que tout ça prenne fin. Donc avec la famille, on l'a accompagnée dans ces derniers instants où elle était maintenue inconsciente. Et quelques jours après cette dernière opération, Anne-Laure, qui était au service réanimation, a fini par nous quitter. Après ça, il a fallu l'annoncer aux filles, puisque bien évidemment, elles n'étaient pas présentes à l'hôpital. On a essayé de les préserver au maximum de cette difficulté, même si elles en souffraient beaucoup, bien évidemment, de l'absence répétée de leur mère à la maison pour suivre tout ce parcours de soins sur une année. Coraline, quelque part dans sa deuxième année de vie, a très peu vu sa mère. Et Noémie, qui était très attachée à elle, a vécu vraiment le décès avec difficulté. Donc ensuite, il y a eu les obsèques qu'il a fallu organiser malgré le contexte. Et c'est vrai que c'est dur et heureusement, j'ai été très bien entouré. Là encore une fois, je remercierai jamais assez la famille qui a été présente pour nous et les amis proches. On a reçu énormément de témoignages qui aident à garder la tête hors de l'eau. Et ce combat nécessaire après, puisque c'est vrai qu'on parle souvent des gens qui vivent les maladies, mais il y a aussi ceux qui sont autour. Et c'est important parce que quand il y a un décès, au final, il faut penser à ceux qui restent, puisque c'est eux qui continuent cette route. Et il est important de garder de l'optimisme malgré les événements. J'avais eu une chance pour cette suite, c'est que pendant la maladie d'Anne-Laure, on avait eu une discussion tous les deux, au cours de laquelle elle m'avait dit « Si jamais un jour je venais à mourir, je souhaite que tu refasses ta vie pour toi, pour les filles, et que vous viviez heureux ensemble parce que c'est important et je veux pas que tu restes seul et que tu sombres. Je tiens à ce que tu sois fort et que tu gardes ta lueur d'espoir et ton envie de vivre. » Et cette discussion, mine de rien, elle a été déterminante pour moi dans ma capacité de résilience suite à cet événement, dans mon envie que j'ai eue par la suite de continuer à vivre, même si c'est toujours délicat. Il y a tout un tas de questions qui se posent suite à ça pour refaire sa vie. Croyez-moi, c'est jamais le bon moment de refaire sa vie pour personne. Il y a toujours des personnes qui sont là pour juger, pour dire que c'est trop tôt, que c'est trop tard, que c'est trop ci, que c'est trop ça. Le plus important, c'est de faire les choses telles qu'on les ressent soi-même. Quand on se sent prêt et on le sait. Et c'est ça qui est important de ressentir, vraiment, de ressentir son intuition et de savoir quand est-ce qu'on est prêt, quand est-ce qu'on a le déclic et quand est-ce qu'on a envie. Quand est-ce qu'on a envie. Il faut pas se forcer à faire les choses. Il faut juste le ressentir et se dire, là maintenant, c'est parti. Je veux reprendre ma vie en main. Je veux repartir de l'avant. Je veux continuer mon parcours. Et on y va. Voilà, c'est très important. Pour conclure, et ça c'est un message que j'adresse à toutes les femmes, pensez à faire vos suivis gynécologiques les plus régulièrement possible, faites-le vraiment assidûment. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à les exprimer. Si vous avez des douleurs, des ressentis bizarres, des choses que vous n'aviez pas auparavant, ou que vous sentez votre corps changer, n'hésitez pas à en parler. C'est important parce que on voit que des fois, malheureusement, ça peut mal tourner. Si j'ai un mot à adresser à toutes les personnes qui vivent la maladie ou toutes les personnes qui accompagnent quelqu'un qui a la maladie, ce qui est primordial dans cette période-là, c'est d'être capable d'exprimer et d'identifier vraiment ses besoins profonds. Éviter à tout prix l'isolement. Éviter à tout prix l'isolement parce qu'on a tendance à se replier sur soi-même. J'ai pu le dire, on a tendance quelque part à se resserrer sur son cocon. Mais ce qui est difficile, c'est que à partir d'un moment, on vit maladie, on mange maladie, tout tourne autour de la maladie. Et c'est important
d'avoir la capacité de dire à des amis, à des proches, je veux continuer à vous voir, mais sans attirer à moi le regard de la pitié. Je tiens à ce que vous continuiez à me parler avec votre enthousiasme, à ce que vous continuiez à me changer les idées, à ce qu'on continue à faire les choses qu'on aime ensemble. Et ça, quelque part, que la vie continue malgré la maladie, c'est quelque chose qui est hyper, hyper important. C'est pas facile, parce qu'on a tendance, par la peur, la peur engendre beaucoup de choses, mais on a tendance vraiment à se replier sur soi. Et il faut éviter ça à tout prix. N'hésitez pas, que vous soyez malade ou que vous ayez un proche malade, n'hésitez pas soit à exprimer vos besoins et à dire aux gens ce que vous attendez d'eux, clairement. Soit vous pouvez leur dire « j'attends de toi que tu m'écoutes sans me couper la parole et sans me donner ton avis » ou « j'attends de toi que juste tu continues à faire comme on faisait toujours avant ». N'hésitez pas à exprimer vos besoins ou à demander les besoins de la personne que vous souhaitez accompagner. Demandez-lui ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut et respectez à tout prix ses désirs. Ne cherchez pas à vous imposer, ne cherchez pas à imposer votre avis. Demandez-leur juste de quoi elles ont besoin. Aujourd'hui, pour terminer par une bonne note d'optimisme, comme je vous l'ai dit au départ, j'ai la chance d'avoir rencontré une femme merveilleuse avec qui j'ai eu un enfant. Donc la vie continue, vous voyez, elle ne s'arrête pas à la maladie et au décès. On peut rebondir, on peut voir les bons côtés de la vie parce qu'elle ne se résume pas à ces instants négatifs. Il y a tellement de belles choses à vivre qu'il serait vraiment dommage de s'arrêter net et de ne pas continuer son parcours. Donc j'ai eu vraiment, moi, la volonté de réécrire une nouvelle histoire, une nouvelle page, de vivre ma vie, car c'est ma vie, c'est pas celle des autres, c'est pas celle de la famille, c'est pas celle des proches, c'est la mienne. Et je suis heureux et fier de continuer ce parcours avec optimisme. Et c'est vraiment ce que je souhaite vous transcrire aujourd'hui. Vivez votre vie avec optimisme parce qu'elle le mérite et vous le méritez. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast de la mort. Cet épisode a été mixé et arrangé par Elsa Doll. J'espère que ce partage vous a plu et si tel est le cas, n'hésitez pas à me partager vos retours sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais aussi TikTok de temps en temps. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify pour permettre au podcast de la mort d'être toujours plus visible. Enfin, n'hésitez pas à faire un don sur mon site www.lepodcastdelamorttoutattaché.fr dans l'onglet « Soutenir le podcast » si vous voulez encourager la suite de cette aventure. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.